Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette première leçon consacrée à un signe du zodiaque, après une introduction qui vous a été proposée le mois dernier, qui, je l'espère, vous a fait beaucoup travailler de telle sorte que vous êtes pleinement préparés à ce nouveau cycle d'études qui s'amorce aujourd'hui. Comme c'est notre première rencontre ce soir sur un signe du zodiaque, je vais déjà, dans un premier temps, vous expliquer la manière dont nous allons procéder très concrètement. Nous débuterons chaque fois en vous présentant quelques éléments majeurs qui nous permettront de contextualiser notre interprétation du signe étudié, c'est-à-dire des éléments qu'on devra constamment garder à l'esprit lorsque nous ferons notre interprétation du symbolisme associé au signe, lorsque nous nous intéresserons aux enjeux psychologiques, aux enjeux spirituels. Chaque fois, on aura ces mots-clés, on aura ces indications qui nous permettront de faire une interprétation plus soignée et plus précise du signe et des enjeux qui y correspondent. Dans cette perspective, je vais débuter chaque fois par un énoncé qui résume l'essentiel. Un énoncé qui sera toujours une affirmation qui se trouve dans l'introitus à la cléricature dans l'Église gnostique apostolique, pour des raisons que je vous ai expliquées longuement le mois dernier, donc je ne reprends pas cela. Toutefois, vous savez que cette phrase synthèse, elle concerne plus précisément la pierre qui est en relation avec le signe, mais ce sera pour nous, chaque fois, notre introitus à nous, c'est-à-dire ce qui nous permettra d'introduire le sujet, ce qui nous permettra d'introduire l'étude du signe que nous aurons choisi d'aborder en fonction, bien sûr, du cycle de l'année, comme je vous ai expliqué également le mois dernier. Puis, nous allons ensuite évoquer l'élément associé au signe. Il y a 4 possibilités en astrologie. Il y a des signes de terre, des signes d'eau, des signes d'air, des signes de feu. Si bien que si le signe que nous étudions est un signe de feu, ou alors s'il est un signe d'eau, ça donne déjà une coloration particulière, ou en tout cas, ça nous permet de mieux cerner finalement un aspect de la nature profonde de ce signe. Puis nous allons ensuite préciser le mode d'expression du signe. En astrologie, un signe peut être cardinal, fixe ou mutable. Un signe cardinal, on a un bon exemple ce soir, le signe du Bélier, donne une impulsion. Un signe cardinal est lié à un élan. Ici, ce sera l'élan associé à l'équinoxe du printemps. Puis un signe fixe permet de mieux intégrer, de mieux matérialiser cette réalité, cette dynamique. Et enfin, un signe mutable nous prépare à un nouvel élan, qui sera donné par le signe suivant, qui sera un signe cardinal. C'est-à-dire que ces modes d'expression des signes montrent et définissent une certaine dynamique à l'intérieur du cercle zodiacal. Ce sera donc un élément important à connaître. Est-ce que le signe qu'on étudie est un signe de terre, d'eau, d'air ou de feu? Est-ce qu'il s'agit d'un signe cardinal, fixe ou mutable? Nous aurons enfin besoin de mieux connaître les noms hébreux associés au signe et associés au mois correspondant, c'est-à-dire au mois au cours duquel nous honorons ce signe. Pourquoi? Eh bien, parce que la langue hébraïque, la plupart d'entre vous le savez maintenant, la langue hébraïque est une langue sacrée et chacun des mots hébreux que l'on utilise pour désigner une réalité, nous parle de la nature profonde et de la vocation profonde de cette réalité. Si bien que connaissant le nom hébreu qui désigne le signe, le nom hébreu qui désigne le mois au cours duquel ce signe est honoré, nous donne déjà des indications majeures, fondamentales, pour mieux approcher la nature profonde du signe en question. Si bien qu'avec ces éléments, nous allons pouvoir débuter notre étude en nous intéressant d'abord au symbolisme général associé aux signes. C'est-à-dire que les éléments que je viens de vous indiquer vont nous permettre de mieux contextualiser notre lecture, notre interprétation de l'univers symbolique dans lequel s'inscrit un signe. Exemple, ce soir, le signe du Bélier. Eh bien, le Bélier, c'est lié à un univers sémantique énorme, à un univers symbolique énorme. Les mots, les éléments dont on vient de parler vont nous guider dans cette lecture, parce qu'une lecture symbolique est toujours complexe. Une lecture symbolique est toujours délicate, si bien que notre enquête sémantique va avoir besoin de repères.
Je vous le répète chaque fois qu'on aborde cet univers du symbolisme, qu'un herméneute, un interprète de ces univers symboliques ne peut être que dans une grande humilité. Pourquoi? Parce qu'un univers symbolique, c'est immense. Et nous, en face de cet univers, on paraît tout petit. On est conscient qu'on ne pourra cerner que quelques-unes des facettes de cet univers vaste et immense que l'on a devant nous. D'où l'humilité de l'hermétiste qui ne prétendra jamais saisir la globalité d'un univers symbolique, qui sera aussi conscient que les éléments qu'il pourra mettre en exergue seront des éléments liés à sa propre capacité à interpréter cet univers symbolique en question. Déjà parce que, hormis la vastitude d'un univers symbolique, il y a déjà la richesse d'un symbole. Un symbole est déjà plurisémantique et chaque élément de ce symbole, vous allez voir pourquoi je fais cette précision tout à l'heure lorsqu'on va aborder le symbolisme du bélier. Chaque élément associé à ce symbole est déjà lui-même polysémique. Et nous, hermétistes, parce qu'on aime bien compliquer les choses, on ose parfois une néosémie, c'est-à-dire un nouveau sens qui va venir se juxtaposer à ce que la tradition nous transmet au niveau de l'histoire, de l'interprétation des symboles ou des univers symboliques. Pour nourrir notre réflexion, on va donc débuter chacune de nos études en regardant l'univers symbolique général, celui que l'on retrouve notamment dans un dictionnaire des symboles, et nous serons prêts à aborder notre étude qui sera toujours en 4 volets. Bon, je vous ai un peu parlé de ça le mois dernier, mais là, on se remet dans le bain pour pouvoir vraiment avancer pas à pas au niveau de notre enquête sémantique, de notre analyse symbolique du signe du bélier. Le premier volet sera l'enjeu psychologique. Le second volet sera l'enjeu spirituel. La distinction entre enjeu psychologique et enjeu spirituel va parfois nous donner du fil à retordre, en particulier à partir des signes qui commencent avec la balance, de la balance jusqu'au poisson. Vous allez voir qu'il y a quelques problèmes. D'ailleurs, la plupart des astrologues ne font pas cette distinction entre enjeu psychologique et enjeu spirituel. Alors, nous allons tout de même la faire. Ça va soulever certaines difficultés, mais à mon sens, ça va ouvrir aussi des univers de sens qui sont précieux lorsqu'on parle des 12 signes astrologique. Premier volet, enjeu psychologique. Deuxième volet, enjeu spirituel. Troisième volet, le maître spirituel associé au signe. Donc, on va beaucoup s'intéresser également à ça. Pourquoi? Parce que le maître spirituel, c'était aussi ce qu'on a développé le mois passé. Le maître spirituel, il est emblématique, en quelque sorte, à la fois des enjeux psychologiques et des enjeux spirituels du signe correspondant. Et enfin, on va s'intéresser à la pierre de la Jérusalem céleste correspondante, celle-là même qui est associée à cet énoncé, donc synthèse dont on a parlé tout à l'heure. Voilà donc le programme pour les 12 leçons que nous amorçons ce soir. Et on va donc débuter notre étude du signe du bélier avec cet énoncé synthèse qui, vous allez le constater très rapidement, est à la fois une énigme et un mystère. Dans le monde de l'hermétisme, on ne cherche pas à cerner et à saisir de manière précise, on vient d'en parler avec en évoquant l'univers des symboles, une réalité. On l'approche avec douceur, on caresse en quelque sorte cette réalité, si bien qu'un énoncé synthèse, comme ceux qu'on va utiliser pour introduire chacune des études sur les 12 signes, ne peut être qu'énigmatique et mystérieuse. C'est ce qui fait sa richesse, c'est, j'oserais dire, ce qui fait aussi sa validité. Alors, l'énoncé en ce qui concerne le bélier est le suivant. La première est de jaspe, pareil au sombre chaos des origines. La première est de jaspe, pareil au sombre chaos des origines. Voilà ce qu'on gardera à l'esprit tout au cours de notre étude. Qu'est-ce que cela peut bien signifier lorsqu'on veut approcher le signe du bélier, pareil au sombre chaos des origines? Il faut également savoir que le bélier est un signe de feu. Alors déjà, ça colore en quelque sorte sa nature, et qu'il est un signe cardinal. Ça évoque aussi sa dynamique intrinsèque. Donc,
un signe de feu, un signe cardinal. En hébreu, le signe du bélier est désigné par le mot talet. Talet, ça s'épelle Tête, Lamed, et. Je l'épelle pour ceux qui connaissent les lettres hébraïques, pour ceux qui s'intéressent à la Kabbale. Vous avez devant vous un rébus magnifique. Tête, Lamed, et. C'est-à-dire la réalité du tête qui fait l'expérience du Lamed pour s'ouvrir au et. Donc, c'est une façon très, très simple de lire dans un premier temps un mot de 3 lettres. On a comme un sujet, un verbe et un complément. Hein. C'est une lecture un peu sommaire, un peu rapide, mais intéressante. Donc, tête, Lamed, et. Or, ce mot talet, pour désigner le signe du bélier, est une grande surprise. Pourquoi c'est une grande surprise? Parce que ce mot hébreu n'est pas le terme usuel qu'on utilise pour désigner le bélier. Lorsqu'il est question d'un bélier, dans les textes bibliques, par exemple, on emploie le mot Ayil. Ayil, ça s'épelle Aleph, Yud, Lamed. Donc, encore une fois, un mot de 3 lettres, mais dont les lettres sont très différentes. Aleph, Yud, Lamed, le bélier. Alors que Talet, tête, Lamed, et désigne l'agneau. Et encore plus précisément, l'agneau qui boit encore le lait de sa mère. Ce qui est quelque chose d'assez fascinant, parce que très souvent, lorsqu'on fait une lecture symbolique du signe du bélier, on a le bélier adulte, on a le bélier qui n'est plus cet agneau qui tète le lait de sa mère. Hein. Alors, savoir qu'en astrologie, à travers la langue hébraïque, le signe du bélier est nommé à partir d'un mot qui sert à désigner l'agneau de lait est quelque chose d'extrêmement intéressant, qui va ouvrir des horizons complémentaires, si l'on veut. Ce sera toujours un bélier, hein, mais c'est un bélier juvénile, à quelque part. On va s'expliquer longuement là-dessus, mais vous voyez que déjà c'est important de poser les mots hébreux qui désignent le signe, qui désignent le mois, bon, ce dont on vient de parler à l'instant. C'est d'autant plus intéressant que le mot talet provient d'une racine. Vous savez que la plupart des mots hébreux sont issus d'une racine trilitaire, c'est-à-dire une racine de 3 lettres. En l'occurrence, cette racine, c'est tête, Lamed, et, qui est aussi à l'origine du verbe tala, tête, Lamed, et toujours, qui signifie être frais. Alors, ce sont des éléments que je soumets à votre intelligence et à votre cœur et que l'on va donc conserver en tête lorsque nous poursuivrons rapidement notre étude. Alors, tout ça pour vous dire que le signe du bélier, pour désigner ce bélier, on emploie le mot talet. En général, pour désigner un bélier mature, adulte, on emploiera le mot ayil. Pour désigner un agneau d'1 an et plus, qui est assez important dans la tradition biblique, on emploiera le mot kébès. Hein. Pour désigner la brebis, on emploiera le mot rarel. C'est extrêmement intéressant. Et en plus, pour être vraiment précis, c'est la brebis lorsqu'elle a des petits. Hein? Vous savez, plus une réalité est importante dans une culture, plus le nombre de noms qui servent à le désigner est important.